Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je ne vais pas que calculer les dimensions de grand G, la constante de gravitation universelle, et celle de la constante de pesanteur petit g, mais je vais aussi vous expliquer leur signification et aussi je vais vous montrer comment leurs valeurs ont été déterminées. Commençons par G, la constante de pesanteur. Le poids d'une personne dont la masse est de 60 kg peut se calculer aisément en faisant le produit de M et de G. On sait que la force poids est égale à M fois G. Si la personne se trouve sur Terre, alors la force P avoisine les 589 newtons. Donc, si vous voulez, sur Terre, on a P est égal à 589 newtons. Par contre, sur la Lune, où le champ gravitationnel est presque 6 fois moins intense que sur Terre, le poids de la même personne sera de 97 newtons, alors que sa masse restera identique. Sur la Lune, on a P est égal à 97 newtons. C'est pour cela que les astronautes qui ont foulé le sol de ce satellite de la Terre semblent flotter. Vous avez probablement remarqué que lorsque le véhicule dans lequel vous êtes assis freine ou accélère, votre corps est respectivement soit poussé vers l'avant ou vers l'arrière. On dit qu'il est soumis à des forces d'inertie. Certains sports sont basés sur l'endurance ou la régularité, mais il y a d'autres sports qui sont basés sur l'explosivité. Et dans cette seconde catégorie, on retrouve bien évidemment les sports dans lesquels l'accélération est primordiale, au centre de toutes les performances. Pour mesurer ces accélérations, on utilise le G, la constante de pesanteur. La tolérance du corps humain à G dépend de beaucoup de facteurs. La violence d'une accélération, bien sûr, mais aussi sa durée, sa direction, l'environnement dans lequel elle a lieu. Mais globalement, au-delà d'un certain nombre de G, l'athlète perd de sa faculté à analyser la situation et s'expose à certains dangers physiques. Voici les 5 sports dans lesquels les athlètes doivent encaisser les accélérations les plus violentes. Le patinage de vitesse, c'est jusqu'à 2,6 G. Le dragster, c'est jusqu'à 4,2 G. La luge, c'est jusqu'à 5,2 G. La Formule 1, c'est jusqu'à 6 G. Si je prends par exemple le circuit de Monza, on freine seulement 6 fois par tour, alors qu'on le fait à 12 reprises à Budapest et 11 à Bakou. La décélération moyenne par tour est de 5,5 G, avec 3 freinages critiques. Le premier point critique est le dernier freinage avant la ligne d'arrivée, c'est au virage numéro 11. Les bolides y passeront de 321 km/h à 198 km/h en seulement 36 mètres. Pour ralentir, le pilote appuiera 1 seconde 22. Sur la pédale de gauche, il subira une décélération de 6,6 G. Un autre sport où l'explosivité est importante, c'est la course aérienne. L'athlète subit jusqu'à 13 G. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que quelle est l'accélération maximale que le corps humain peut supporter? D'après le professeur Bernd Kaiser, selon la physique actuelle, la vitesse maximale théorique de toute chose est la vitesse de la lumière dans le vide. C'est quelque 300 000 km par seconde. On n'a pas pu expérimenter le voyage humain à cette vitesse, mais il y a des raisons de penser que cela aurait des effets étranges. Ainsi, une personne partant pour un tour dans l'espace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, au retour retrouverait une Terre qui aurait pris plus d'âge que lui-même, un effet lié à la théorie de la relativité développée par Einstein. Or, dans un monde moins théorique, la question importante est de savoir quelle accélération le corps humain peut supporter. Parce que pour atteindre une vitesse quelconque, il faut accélérer. Et là, il y a des effets importants qui posent des limites. Quand on est soumis à des forces plus grandes, le sang commence à s'accumuler dans les jambes et diminuant le retour au cœur. Le cerveau commence alors à manquer de sang et on risque de tomber dans les pommes. Le nombre maximal de G auquel le corps peut être soumis dépend de la position et de la durée de l'exposition. Lorsqu'on se tient debout, quelques G sont suffisants pour perdre connaissance. Mais en position couchée, on peut supporter plus, soit 25 G pendant quelques secondes ou 17 G pendant quelques minutes. Lorsqu'on est la tête en bas, en revanche, le risque de dégâts au vaisseau présent dans les yeux et le cerveau devient vite un facteur limitant à 2 jusqu'à 3 G seulement. Calculons la valeur de G. Il faut savoir que la période d'oscillation d'un pendule est donnée par la relation suivante. T est égal à 2pi racine de L sur G.
avec T, c'est la période d'oscillation. L, c'est la longueur du fil. Et G, c'est la constante de pesanteur. Déjà, ici, on remarque que la période d'oscillation ne dépend pas de la masse de l'objet, mais elle dépend seulement de la longueur du fil. Pi, c'est une constante et G, c'est une constante. Vous pouvez trouver la dimension de cette formule dans la solution de l'exercice 8 de cette série d'exercices. Les expériences montrent que la période d'un tel pendule pour une longueur de fil de 1 mètre est égale à 2 secondes. Lorsque L est égal à 1 mètre, on a T plutôt est égal à 2 secondes. Donc, maintenant, on peut calculer la valeur de G. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On sait que T est égal à 2pi racine de L sur G. Alors, T carré est égal à 4pi carré L sur G. Et G est égal à 4pi carré L sur T carré. Pi, c'est connu, donc c'est 3,14. Je peux même aller quelques chiffres après la virgule, ainsi de suite. L, c'est 1 mètre. T, c'est 2 secondes. Donc, je peux déterminer maintenant la valeur de G et je trouverai 9,806. Maintenant, pour la dimension de G. Je sais que la dimension de G est égale à la dimension de cette formule 4pi carré L sur T au carré. Ça est égal à la dimension de L sur la dimension de T au carré. Pi, c'est sans dimension, ou plutôt si on radien, mais le radien n'appartient pas au système international. Donc, normalement, c'est la dimension de L sur la dimension de T au carré. Donc, cela est égal. La dimension de L, c'est le mètre. Et la dimension de T, c'est seconde au carré. Se trouve en dénominateur, donc c'est moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que G, d'après sa dimension, que G, c'est une accélération. Maintenant, je vais passer au calcul de la valeur de la constante de gravitation universelle ainsi que sa dimension. Mais avant cela, je vous laisse noter ce que j'ai marqué sur le tableau. La constante de gravitation universelle, c'est Isaac Newton qui nous parle la première fois de cette constante. Et c'est exactement en 1687 quand il a publié sa théorie de la gravitation et sa théorie de la mécanique du point. Évidemment, on n'a pas attendu Newton pour s'apercevoir que les objets tombaient sur le sol. Mais avant lui, il y avait des théories qui considèrent la chute d'un objet sur Terre ou la rotation des planètes autour du Soleil était quelque chose de naturel, donc pas besoin de trouver une cause. Ce caractère naturel du mouvement circulaire va être remis en cause par ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'inertie. Énoncé par Newton en 1686, il nous dit que tout corps persévère en son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Newton va notamment réfléchir au mouvement de la Lune autour de la Terre. Ainsi, il décompose le mouvement de la Lune entre deux instants T1 et T2. Si aucune force n'est appliquée sur la Lune, alors cette dernière doit suivre une trajectoire rectiligne. Elle va s'éloigner de la Terre. Mais cependant, elle suit une trajectoire circulaire, comme s'il y a une force qui la retire de la trajectoire circulaire et la mise sur une orbite circulaire. Donc, ce mouvement vers la Terre qui a besoin d'une cause, et on comprend alors que c'est la même cause qui sur Terre fait tomber les objets au sol. Newton la nomme la gravitation universelle et l'étend à toutes les interactions Soleil-planète. Il invente donc une seule cause, une cause unique pour à la fois expliquer la chute des corps sur Terre et aussi la rotation des planètes autour du Soleil. Newton nous dit que deux objets séparés par une distance d exercent l'un sur l'autre une force gravitationnelle de même valeur et cette force est égale au produit des deux masses
des objets sur la distance au carré séparant ces deux objets, le tout multiplié par une constante qu'on appelle la constante de gravitation universelle. F est égale à la constante de gravitation universelle multipliée par les deux masses des deux objets divisé par la distance séparant les deux objets au carré. Et puis c'est tout. Il n'a pas donné de valeur de G, alors à cette époque-là, on ne pouvait pas utiliser sa formule. Il fallait attendre un siècle après, et plus précisément quand Henri Cavendish a décidé de mesurer la masse de la Terre. Mais pour cela, il doit utiliser la constante de gravitation universelle. Pour ça, il va utiliser en 1798 une balance de torsion pour déterminer la gravitation terrestre. En utilisant une balance de torsion très sensible, Cavendish a fait la première mesure de la constante de gravitation. Le mode opératoire. Aux deux extrémités d'une baguette très légère de longueur de r, on fixe deux masses, petit m environ de 20 grammes chacune. Au milieu de la baguette, on colle un miroir très léger. La baguette est suspendue par son milieu à un fil de torsion très fin de constante de torsion connue K. Le système est placé sur un support anti-vibration. Une boîte protège le pendule des courants d'air. Les oscillations sont amorties par frottement visqueux. En tournant l'extrémité supérieure du fil, on oriente la baguette parallèlement au bord de la boîte de protection. On approche deux masses grand M identiques aux masses M pour produire un couple horizontal. Sous l'action du couple, le pendule oscille et se stabilise après avoir tourné d'un angle alpha sur 2 par rapport à sa position initiale. Pour repérer la valeur de l'angle de rotation, on utilise la méthode de Poggendorff. On envoie un pinceau lumineux sur le miroir. D'après les lois de la réflexion, si le miroir tourne d'un angle alpha sur 2, le rayon réfléchi tourne d'un angle double, alpha dans notre cas. On mesure le déplacement des rayons sur une échelle graduée normale à la direction du pinceau incident. On place l'origine de l'échelle sur cette position d'équilibre. On inverse les positions des deux masses M. Le pendule oscille et se stabilise dans une position symétrique de la précédente. La rotation totale de la baguette est donc de alpha sur 2 et celle du rayon lumineux est double, c'est alpha. Voici une vidéo de l'expérience de la balance de Cavendish réalisée par l'École polytechnique de Lausanne. Afin de déterminer la constante G, on va considérer diverses interactions entre les éléments du système. Les frottements de l'air, les interactions AA' et BB' et la force de torsion du fil. On négligera les forces d'interaction AB' et A'B puisqu'elles sont nettement plus faibles. On va à présent utiliser le théorème de moment cinétique. Le théorème de moment cinétique nous dit que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à la somme des moments des forces. Le moment cinétique dans notre cas est égal à I alpha point avec I qui est égal à la somme des petites masses RI au carré. Dans notre cas, on a deux petites boules de taille petite, donc ça va être ces 2m R carré. Avec R, c'est la distance entre une petite masse M et le point O, l'origine du pendule. R est donc une constante. Le pendule est soumis à trois moments de force. Le premier, c'est le moment du couple de rappel. Donc, le moment couple du rappel qui est égal à moins K alpha, avec K, c'est la constante de torsion. Le deuxième moment, si vous voulez, c'est le moment du frottement. C'est I est égal à 0. C'est moins C alpha point. Avec C, c'est la constante d'amortissement. Ensuite, on a le moment du couple des forces A' et B'. Donc c'est M, F, A, A', plus le moment I0 de F, B',
Et là, ces deux moments sont identiques. Hein. Donc, c'est 2G M sur D carré. R avec D, c'est la distance entre une petite masse M et une grosse masse M, directement voisine bien sûr. D est une fonction du temps. Donc à partir de ces 4 équations, donc 1, 2, 3 et 4, je peux dire que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, donc c'est I alpha de point, est égale à la somme des 4 moments. Moment rappel, moment frottement et moment des forces. Donc on a, donc c'est 2G petit m grand M sur D carré R moins K alpha moins C alpha point. Donc on peut dire que 2G M grand M sur D carré R est égal à I alpha de point plus C alpha point plus K alpha. C'est l'équation différentielle du mouvement du pendule en régime oscillatoire forcé. Lorsqu'on relâche le système, celui-ci finit par osciller très peu autour de sa position d'équilibre. On peut donc dire que lorsque le temps tend vers l'infini, les oscillations sont relativement faibles, d'où l'approximation suivante. Donc, alpha final, c'est approximativement une constante. Donc, on peut dire que alpha point final tend vers 0. Et aussi, alpha de point final tend vers 0 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équation-là? C'est que 2G, petit m, grand M sur D carré R est égal à K alpha. Donc, G est égal à K alpha D carré sur 2 petit m grand M R. À partir de cette équation maintenant, je peux déterminer la valeur de G. Et ici, je mettrai c'est alpha final. Hein. K, c'est la constante de torsion connue. Alpha, on l'a déterminé. D, c'est la distance entre la petite boule et la grande boule. M, petit m et grand M sont respectivement les masses de la petite boule et la grande boule. Et R, c'est la distance entre une petite masse M et le point O, l'origine du pendule. Et là, normalement, on va trouver, en faisant le calcul, 6,674 fois 10 à la puissance moins 11. Donc, je vous laisse noter la solution pour passer à la détermination de la dimension de la constante universelle G. Maintenant, on va déterminer la dimension de la constante de gravitation universelle G. On sait que F est égal à G fois M divisé par D carré. Donc, la dimension de F est égale à la dimension de G fois la dimension de grand M fois la dimension de petit m. La dimension de grand M, c'est kg, et la dimension de petit m, c'est kg. Donc, on peut dire c'est la dimension de M au carré divisé, l'égal ici, donc divisé sur la dimension de D, la distance au carré. Donc, la dimension de G est égale à la dimension de F fois la dimension de D au carré divisé sur la dimension de M au carré. On sait que F est égal à une masse fois l'accélération. Donc la dimension de F est égale à la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération. La dimension de la masse, c'est quoi?
c'est kilogramme. Et la dimension de l'accélération, c'est m, s, moins 2. Donc ça, c'est la dimension de f. Donc, remplaçons ici, donc la dimension de g, c'est quoi? C'est la dimension de f. C'est kilogramme mètre s moins 2, multiplié par le mètre au carré, divisé par kilogramme au carré. Donc, la dimension de g, c'est quoi? C'est kilogramme moins 1 mètre cube S moins 2. Ça, c'est la dimension de la constante de gravitation universelle. Maintenant que nous avons calculé la valeur de G, on peut déterminer la masse de la Terre. Pour cela, il suffit d'observer la Lune orbiter autour d'elle. En effet, on l'a dit, ce qui fait que la Lune reste en orbite autour de la Terre, c'est la force de gravitation qui exerce la Terre sur elle. Et cette force est donnée par la relation suivante. F est égal à G, la constante de gravitation universelle, multiplié par m, la masse de la Terre, multiplié par m, petit m, la masse de la Lune, divisé par d au carré, et d, c'est la distance séparant la Terre de la Lune. Et d'après la deuxième loi de la mécanique de Newton, cette force est égale au produit de l'accélération que subit la Lune fois la masse de la Lune. Donc c'est A fois petit m. Si on remplaçait la Lune par une boule de bowling, par exemple, ou une balle de ping-pong, avec la même vitesse et à la même distance de la Terre, elle adopterait la même trajectoire que la Lune. Donc, pour déterminer la masse de la Terre, nous n'avons pas besoin de connaître la masse de la Lune. Par contre, de l'accélération, oui. En étudiant la force centrifuge des objets en rotation, Christian Huygens découvre au milieu du XVIIe siècle que l'accélération vers le centre dépend de la vitesse et du rayon de la trajectoire, avec A est égal à V carré sur D. Et par définition, V, c'est la distance sur le temps. Donc, on peut dire que l'accélération, c'est V carré, donc c'est 4pi carré D carré sur T carré divisé par le D. Donc, ça égale à 4pi carré D sur T carré. En effet, la valeur de grand G est connue. On vient de le voir. On connaît également à cette époque-là la distance Terre-Lune. On connaît aussi le temps que fait la Lune pour faire un tour complet autour de la Terre. Donc, on peut déterminer maintenant la masse de la Terre. Donc, on a G m sur d carré est égal à l'accélération, donc c'est 4pi carré d sur t carré. Donc, m, la masse de la Terre, est égale à 4pi carré d fois d carré, donc c'est d cube, divisé par t carré sur g. Il suffit maintenant de faire les calculs pour trouver la masse de la Terre et on obtient environ 6000 milliards de tonnes. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de l'exercice pour vérifier les dimensions de la constante de gravitation universelle et celle de la constante de pesanteur petit g.